Donc bonjour, je m'appelle Noëlle Krajman et moi je suis médiatrice de mathématiques au Palais de la Découverte, qui est un musée de sciences à Paris. Voilà. Et je fais aussi des vidéos sur les réseaux sociaux intitulées Histoire curieuse de mathématiques. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un exposé que je présente d'ailleurs au musée et aussi que je présente dans mes vidéos d'ailleurs. C'est l'histoire d'une femme et cette femme, c'est elle. C'est Elizabeth Smith Friedman. Donc voici une de ses cartes d'identité. Alors pour faire cet exposé, j'ai beaucoup travaillé avec une iconographe qui allait récupérer des archives, donc on a beaucoup d'images d'elle. Alors, Elizabeth Friedman, pourquoi je veux parler d'elle? Parce qu'en fait, c'est une littéraire à la base, et vous verrez que petit à petit, elle va commencer à devoir décoder des codes secrets et à devenir mathématicienne. Donc, elle est née en 1892, elle est morte en 1980. Et elle est née dans une famille nombreuse. Alors ça, c'est ses sœurs. Elle, c'est la plus petite, celle que vous voyez en bas. Elle a aussi des frères. Et à cette époque-là, en fait, les filles, une fois qu'elles grandissent, elles deviennent mères au foyer. Et elles font pas d'études. Sauf qu'Elisabeth, elle aime beaucoup étudier, et donc elle insiste beaucoup auprès de ses parents pour pouvoir poursuivre ses études et étudier la littérature anglaise. Sauf que son père refuse. Elle négocie, et finalement, il finit par accepter. Elle peut aller étudier, il lui paye ses études, mais elle devra le rembourser à un taux d'intérêt de 6%. C'est énorme. Ceux qui ont fait des emprunts, c'est très élevé. Voilà, donc une négociation assez difficile. Mais elle arrive quand même donc à avoir accès aux études et elle étudie la littérature anglaise. Après ses études, en fait, il n'y a pas beaucoup de métiers accessibles aux femmes. Et donc, elle va faire un des seuls métiers accessibles aux femmes qui est enseigner dans les petites classes. Elle va devenir professeure des écoles. Donc, elle va faire ça, sauf qu'en fait, ce métier, ça lui plaît pas du tout. Elle n'a pas étudié la littérature anglaise pour faire ça. Donc, elle va démissionner au bout d'un an. Et elle va décider de se rendre à Chicago, de faire un peu le rêve américain en se disant bon bah j'ai une semaine pour trouver le travail de mes rêves. Donc elle va à Chicago avec des CV, elle essaye de trouver un job, elle fait du porte-à-porte, bref, elle essaye et au bout d'une semaine elle ne trouve rien. Et c'est le dernier jour, et elle se dit bon bah avant de repartir, je vais me faire plaisir. Je vais aller, je vous rappelle, elle est littéraire, je vais aller dans une bibliothèque pour consulter un manuscrit d'une œuvre de Shakespeare. Voilà, elle aime beaucoup Shakespeare, elle a étudié Shakespeare, et donc elle s'est dit, bah, je vais aller voir une de ses œuvres manuscrites. Et donc elle se rend dans une bibliothèque, et dans cette bibliothèque, elle part avec la bibliothécaire, elle lui demande le manuscrit, elle lui explique qu'elle cherche un travail, et la bibliothécaire lui dit au bout d'un moment, ah mais vous savez, vous n'êtes pas la seule à vous intéresser à ce manuscrit, il y a une autre personne qui vient régulièrement consulter ce manuscrit, essayer de voir, enfin vraiment passer du temps dessus. Elle fait ah bon d'accord, et d'ailleurs bah, à ce moment-là, il y a cet homme-là qui arrive dans la bibliothèque. Cet homme, c'est lui. Il commence à échanger avec Elisabeth, et puis petit à petit, il lui propose de venir, qu'elle vienne chez lui, et il lui propose du travail. Alors, même si comme elle est jeune, elle décide de le suivre, même si elle le connaît pas bien. Et elle le suit, donc cet homme, c'est George Fabians, c'est un riche industriel américain. En fait, son père, il a fait fortune dans des industries de coton, et lui, avec l'argent, il a décidé de créer sa propre université à lui, une université privée. Alors comme c'est sa propre université à lui, il embauche qui il veut et sur des sujets qu'il veut. Donc, c'est vraiment, ça peut être des sujets farfelus. En fait, lui, George Fabians, il n'a pas réussi à faire beaucoup d'études universitaires, il a voulu prendre sa revanche avec les universitaires, et donc c'est pour ça qu'il a décidé de créer sa propre université pour faire face à eux. Et donc il embauche Elisabeth sur un sujet particulier qui est celui-ci. En fait, George Fabians, il est persuadé que les œuvres de Shakespeare n'ont pas été écrites par Shakespeare, mais par Bacon. Il est persuadé de ça. Et donc, il veut que Elisabeth prouve donc, que c'est Bacon qui a écrit les œuvres de Shakespeare. Mais pour ça, pour prouver ça, il va falloir que Elisabeth, du coup, elle essaye de trouver s'il n'y a pas une signature de Bacon dans les œuvres de Shakespeare, ou au moins un message secret dans les œuvres de Shakespeare qui prouverait que ce soit bien Bacon qui a écrit les œuvres. Donc, elle va réfléchir à ça.
Et je vais vous poser une question. À votre avis, si Bacon veut écrire un message codé donc dans les œuvres de Shakespeare, est-ce que vous avez une idée de comment il pourrait faire pour cacher le message ou coder le message? Il pourrait par exemple utiliser les majuscules au début des phrases. Ok, une majuscule au début des phrases et il aurait écrit Bacon. Oui, ou un message qui durerait tout le long du livre, une phrase par exemple. Très bien, ok, très bonne idée. D'autres idées? Alors, après, juste Bacon et Shakespeare, c'est du coup 16e, 17e siècle. Là, on est bien après. Donc, si ça avait été des majuscules en début des phrases, peut-être que ça se serait remarqué. Il y aurait peut-être quelque chose d'un peu plus, on va dire, un peu plus subtil. La roue de César. Très bonne idée, très bonne idée. La roue de César, autrement dit, la substitution monoalphabétique. L'idée, c'est qu'il y ait un... Alors, bon, là, c'est un peu visible qu'il y a l'air d'avoir un message secret derrière. Donc, il y a un mot qui signifie rien du tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que chaque lettre, en fait, représente une autre lettre. Alors là, par exemple, le T, ici, en fait, il est remplacé par le S. On a fait en fait la roue de César, c'est un décalage d'un certain nombre de cases. Donc on a décalé le A d'une case pour coder ou décoder. Alors du coup, à votre avis, je vous laisse les deviner, à votre avis, c'est secret, bravo. Exactement. Donc, pour déchiffrer, ce qu'il faut faire, donc, c'est décaler d'une case de l'alphabet moins en enlever une. Et sinon, pour chiffrer, c'est de décaler d'une. Du coup, on fait la fonction inverse. Mais voilà, donc la roue de César ou substitution monoalphabétique, c'est vraiment remplacer une lettre par une autre. Bon alors, Bacon, lui, il n'a pas fait ça, il a fait autre chose. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, juste Bacon, lui, il a sa propre méthode d'encodage qui était connue, qu'il a décidé de faire. Alors lui, c'était juste un savant. Alors, il faisait de la littérature, aussi des sciences. À un moment, il était bien vu du pouvoir, puis à un moment, pas du tout. Donc, a priori, ça serait pour ça qu'il aurait fait sa propre méthode d'encodage. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a mis toutes les lettres de l'alphabet. Alors, il y a version 1 et version 2. Là, c'est version 1 où I et J, c'est les mêmes, et U et V, c'est les mêmes. Mais sinon, il y a une version 2 où le U est séparé du V. Donc, il a mis toutes les lettres de l'alphabet dans un tableau. Et ensuite, par exemple, le B, il sera remplacé par AA, AAB. Le L, ah oui, c'est vrai que j'ai un pointeur. Là, le L, il va être remplacé par AB, AB1, etc., etc. Ce qui fait ceci. Tiens, c'est rose. Ok. Ce qui fait ceci, donc toutes les lettres de l'alphabet sont remplacées par un groupe de lettres, A et B. C'est un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui un code binaire, parce qu'il y a deux symboles, ici c'est des A et des B. Et binaire, les symboles 0 et 1. Ça va? C'est clair? Ok, super. Alors, si c'est clair pour vous, à votre avis, qu'est-ce que ce mot-là en code de Bacon? Le mot, il est au-dessus, et je vous ai mis le mot au-dessus, pardon, et je vous ai mis comment décoder? C'est Bacon. Exactement. Donc là, ce serait sa signature, a priori. Bacon. Exactement. Bravo. Ok. Donc vous l'avez trouvé. Ok. Maintenant, on est d'accord que il va pas mettre des énormes A et des énormes B dans le livre de Shakespeare, ce serait un peu trop visible. Donc comment est-ce qu'il pourrait cacher en fait cette idée de binaire de A et de B dans l'œuvre de Shakespeare? Ah, attends, je crois qu'il faut que j'attende le micro. Ah, il arrive. Je crois que c'est pour enregistrer ta réponse. Elle était où la question? Elle était ici. Peut-être avec le schéma des rimes. Ah, le schéma des rimes des A, B, B, A. Ok, donc il faut que ce soit en vert, enfin rimé. Ok, pourquoi pas. Très bonne idée. Est-ce que vous avez d'autres idées? Qu'une?
En fait, à chaque fois, il faut dissocier. Alors, les rimes, ce serait dissocier une certaine rime avec une autre. Il faudrait à chaque fois dissocier quelque chose avec autre chose. Là, par exemple, je vous mets un exemple. Il n'y a pas forcément ça, mais c'est un exemple. Là, à votre avis, comment c'est dissocié? Comment c'est caché? Ah, oui. Voilà, parfait. Il y a des lettres qui sont en italique et d'autres non. Exactement. Alors là, du coup, les lettres en italique, ça va être les B et les lettres en non italique, des A. Vous avez tous du papier et du crayon? Ouais. Je vous laisse essayer de deviner, déjà en B et A. Oui, exactement. Une fois que vous avez les B et les A, il faut les regrouper par 5 pour ensuite décoder. Serait-ce vérité? Oui, bravo. Alors pour ceux qui en étaient au BAB, vous pouvez vérifier. J'ai pas les bons BA. Et en effet, le mot derrière, c'était bien vérité. Bravo. Du coup, je continue. Je vous ai fait faire en fait le travail d'Elizabeth Smith-Friedman. Donc elle travaille là-dessus. Enfin, c'est exactement ce qu'elle va devoir faire. Alors, elle travaille pas toute seule. Elle travaille avec cet homme-là qui s'appelle William Friedman. Alors lui, c'est un généticien, mais il est passionné de photographie, donc il va l'aider pour décoder les messages. En fait, il va photographier chaque page de l'œuvre. Comme ça, il va pouvoir agrandir le texte et ils vont pouvoir travailler dessus. Alors, je vous montre une image de leur travail. Vous voyez à quel point ils travaillent sur le texte. Ils essayent de voir s'il n'y a pas une petite différence de caractère ou alors un petit point. Enfin, voilà, quelque chose qui pourrait différencier un A et un B. Et essayer de voir s'il n'y a pas, du coup, un message caché derrière. Donc, ils travaillent durant quand même quelques années là-dessus et ils finissent par écrire un livre où ils écrivent leurs conclusions. Donc, attention, roulement de tambour, qui a écrit les œuvres de Shakespeare? Shakespeare. Alors, en fait, ils ont prouvé que Bacon n'a pas écrit les œuvres de Shakespeare. En fait, ils n'ont rien trouvé. Ils ont beau avoir trituré le texte dans tous les sens, il n'y a aucune empreinte de Bacon, aucun message codé de Bacon derrière. Donc, a priori, ce serait Shakespeare qui a bien écrit ses œuvres. Enfin, rien ne prouve que ce ne soit pas lui. Donc, une fois qu'ils ont terminé ce travail, en fait, ils sont tombés amoureux, William et Elizabeth, durant ce travail sur Shakespeare. Et donc, une fois ce travail terminé, ils partent se marier. Mais la Première Guerre mondiale éclate. Alors, il y a quelque chose d'assez particulier pour la Première Guerre mondiale, c'est que, en fait, les messages sont transmis par ondes radio et il y a beaucoup donc de messages qui sont envoyés et les messages sont cryptés. Et ce qui se passe, c'est que les États-Unis ne se sont pas préparés à devoir décrypter autant de messages d'un coup. Et donc, ils sont un peu démunis face à ça. Et il y a George Fabians qui propose à l'armée du coup américaine, tout se passe aux États-Unis, de créer chez lui une unité de décryptage pour décrypter les messages cryptés durant la Première Guerre mondiale. Et l'armée accepte et George Fabians réembauche Elizabeth et William. Ils les mettent chefs de l'unité. Alors j'ai une photo d'eux, mais c'est eux vieux. Alors ils étaient plus jeunes à cette époque-là, mais c'est la seule photo que j'ai d'eux qui travaillent ensemble. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que eux, par contre, ils ont beaucoup de travail. Déjà, c'est énorme la quantité de travail qu'il y a parce qu'il faut décrypter des milliers et des milliers de messages. En plus de ça, eux, ils savent décoder les messages de Bacon, mais ils savent pas décoder les messages de Première Guerre mondiale. Ça a rien à voir. Donc, ils vont devoir se former sur le tas et également former toute une unité avec eux. Alors, j'ai d'ailleurs une photo de classe de leur unité. Donc, voilà la photo de classe. Pour information, si je zoome, vous voyez, il y a Elizabeth, il y a William devant assis, il y a George Fabians aussi. Bon, et il y a le reste de la classe. Est-ce que vous remarquez quelque chose de particulier sur le reste de cette classe? Je crois qu'il y a presque seulement des hommes, enfin que des hommes. Il n'y a que des hommes, ça ouais. Oui. Alors il n'y a que des hommes parce que l'armée à cette époque-là, c'était que les hommes. Et en fait, c'est des militaires plus ou moins qui travaillent avec eux. Donc il n'y a que des hommes. Et puis de toute façon, à cette époque-là, c'était surtout les hommes qui travaillaient. Je suis d'accord. Mais il y a autre chose de particulier.
si vous observez bien. Et il y a certains de ces hommes qui sont de travers. Exactement, il y a des hommes de face et des hommes de profil. Alors en fait, c'est Elisabeth qui leur a demandé de poser comme ça, parce que les B, c'est les profils, et les A, c'est de face. Et derrière la photo de classe, ils ont du coup caché un message derrière ça. C'est « Knowledge is power », parce que je vous rappelle, on est aux États-Unis, et donc en français, ça donne le savoir, c'est le pouvoir. Voilà, ils aiment bien s'amuser avec ça. Bon, donc, ensemble, ils travaillent ensemble, Elisabeth et William, et ils forment leur unité. Et donc, pour ça, ils vont essayer de se former sur toute la cryptographie qui a été faite avant, toutes les méthodes. Et ils vont aussi écrire ils vont écrire 8 volumes pour expliquer aussi à leurs étudiants quelle est la méthode utilisée, les méthodes à utiliser, comment se former. Alors, ils expliquent plein de méthodes, mais une que je voudrais vous expliquer, que vous connaissez peut-être, c'est celle-ci, c'est l'analyse fréquentielle. C'est celle qu'ils vont beaucoup utiliser. En fait, ce qu'il se passe, c'est que dans une langue, on va utiliser plus ou moins une lettre. Par exemple, en français, on va beaucoup utiliser le E. Je ne sais pas si vous allez en espagnol, vous allez plus utiliser le A. Et donc, si on a un message, par exemple, français, et qu'on voit un symbole qui apparaît très souvent, c'est peut-être le E. Si c'est un message espagnol, c'est peut-être le A. Donc voilà, donc là ce que montre le graphe, c'est la fréquence d'apparition de chaque lettre en fonction des langues. Et donc dans leur volume, donc, ils expliquent ce que c'est l'analyse fréquentielle, et William et Elisabeth, et donc leur unité, vont beaucoup utiliser ça pour décrypter les messages des Allemands et des autres pays d'ailleurs à cette époque-là. Ah, bah tiens, on va faire un petit jeu d'analyse fréquentielle. Alors, à votre avis, quelle lettre quel symbole correspondrait à quelle lettre? C'est quelle langue? C'est français. Ouais, je suis dans le français, c'est le plus simple. Là au fond. Le Q? Pardon, j'ai pas entendu. Non. Moi, je dis peut-être que le Q, c'est le A. Le Q, c'est le A. Alors, juste, pourquoi tu penses le Q et le A? Parce qu'il n'y a pas vraiment de lettres qui sont seules comme ça dans la langue française. Ah, de lettres seules, c'est ça, voilà. c'est parce qu'elle est seule. Alors voilà, juste dans l'analyse fréquentielle, en effet, pareil, c'est est-ce qu'il y a des lettres qui sont toutes seules aussi, ça fait partie de l'analyse fréquentielle. Et il y a aussi, est-ce qu'il y a des lettres qui apparaissent ensemble? Et je ne sais pas si tu vois, mais là quand même, voilà, il y a 2 Q ensemble. Et il y a rarement un mot avec 2 A. Le J, c'est potentiellement un S, vu qu'il est souvent en fin de mot. Pourquoi tu penses, intéressant, juste pourquoi tu penses que le J c'est un S? Parce qu'il est souvent en fin de mot, du coup. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais peut-être pas, enfin, je sais pas. J'aurais dit que le J était plutôt un E. Alors pourquoi tu penses ça? Parce qu'il y a le IJ et je me dis c'est peut-être le. Oui, pourquoi? Ouais. Ça me Je convainc pas pense mal. aussi que c'est un E. Ok, on va faire un vote. Et qui pense que on va faire un vote à main levée. Qui pense que le J est un E? C'est autre chose. Ok, d'accord. Très bien. Et est-ce qu'il y a d'autres lettres que vous avez trouvées? Ouais. Moi, je pense que le Q, c'est le L. Ok, pourquoi tu penses que le Q, c'est un L? Juste pourquoi? Parce qu'il apparaît 2 fois dans 2 mots et souvent 2 L à côté. Ouais, ça me convainc. C'est ce que tu... Ah, T ou L? Ok. Il y a plus de double L que de double T souvent. Dans les mots là, il y a quand même pas mal de doubles. Moi perso je pense que du coup le I c'est un E parce que si on pense que le J c'est un S, c'est le seul mot logique genre avec Ça ferait ça fait E genre ES genre je sais pas ou ET mais un mot à 2 lettres compliqué. Le ah oui un L alors
un L. Alors, le J, c'est bien un E, et le Q, c'est bien un L. Une fois que vous avez vu qu'il y a... alors là, en plus, c'est une substitution encore monoalphabétique, c'est un décalage de lettres d'un certain nombre de crans. Du coup, c'est entre guillemets assez simple. Une fois que vous avez vu le décalage, il suffit donc de remettre tout le reste de l'alphabet. Parce qu'on connaît, une fois qu'on connaît le décalage, on peut remettre tout le reste de l'alphabet. Et ensuite, du coup, c'est un décalage de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 6 cases. Et donc, ensuite, il suffit de décoder le mot. Ouais. Mais pourquoi il décale les lettres d'un truc et pas il mélange pas tout pour que ce soit... Ah! Non, là, c'est un exemple, entre guillemets, facile pour comprendre ce que c'est l'analyse fréquentielle. Mais en effet, après, il faudrait complexifier parce qu'en fait, c'est un peu trop simple, cet exemple. On peut très vite le décrypter. D'ailleurs, c'est ce que vous avez fait. Ah, il y en a qui sont en train de déchiffrer. Vas-y, je pense que tu peux le... Ah mince, c'était ex aequo, désolé. Il a tout copié. Non, il y a eu au fond aussi. Tu veux le dire? Ah, bah, au fond là, enfin au fond au milieu. Tiens. Il y a écrit un truc du genre message très secret qu'on peut trouver qu'en faisant l'analyse. Ou... Oui. Je sais pas exactement les trucs. Ah. J'ai pas trouvé, Ah. Il a débarqué. Il débarque. Mieux vaut allumer une chandelle que de maudire l'obscurité. Bravo, bravo. Voilà. Ok, alors, du coup, je racontais donc son histoire. On était en pleine Première Guerre mondiale. Ce qu'il se passe, c'est qu'au bout d'un moment, il y a l'armée américaine qui va créer sa propre unité de décryptage et ils vont embaucher William dans l'unité de décryptage, mais pas Elisabeth, parce qu'Elisabeth c'est une femme et l'armée n'embauche pas de femmes. Donc Elisabeth, elle va rester seule à Riverbank en attendant que William rentre de la guerre. Alors lui, il part en Europe pour être plus proche des messages, pour mieux les intercepter. Ça se passe pas très bien pour elle à Riverbank parce que George Fabians fait des avances auprès d'elle, c'est un petit peu compliqué. Donc elle a vraiment hâte que William revienne. Et il finit par revenir. Et William trouve un travail à Washington. Elisabeth, elle, étant une femme, c'est vraiment très dur pour elle de trouver un travail. Et donc, du coup, elle va devenir mère au foyer parce qu'elle ne trouve pas de travail. Ils vont avoir 2 enfants, une fille et un garçon, c'est ce que vous voyez sur la photo. Donc, elle est mère au foyer pendant quelques années et un jour, il y a un garde-côte qui frappe à sa porte. Et le garde-côte lui demande de l'aide parce que ça fait des mois, même des années, qu'ils essayent de décrypter des messages qu'ils n'arrivent pas à décrypter. Il lui demande de l'aide pour les décrypter. Alors voici l'histoire. Donc là, on est entre les 2 guerres mondiales. Et à ce moment-là, en fait, il y a une grosse mafia qui se met en marche. Je vais juste boire un peu d'eau. Il y a une grosse mafia parce que l'alcool est interdit aux États-Unis. Et en fait, il y a toute une mafia qui se met en marche pour essayer d'introduire l'alcool aux États-Unis. Donc, il y a des navires qui font rentrer illégalement de l'alcool aux États-Unis. Et la mafia, elle gagne de plus en plus de pouvoir, de plus en plus d'ampleur. Et il y a plein de gangs différents, donc il y a beaucoup de criminalité. Et la police a du mal à faire face à cette criminalité. Et donc, eux, les gardes-côtes, ils interceptent les messages de la mafia, mais ils n'arrivent pas à les décrypter. Alors, les messages qu'ils interceptent, ce qui se passe, c'est qu'il y a un gros bateau qui attend en mer avec toute la cargaison, et il y a des petits bateaux
qui font des allers-retours pour amener rapidement la cargaison sur la côte. Alors donc, Elisabeth, elle essaye de décoder les messages secrets, elle y arrive, et donc en 2 mois de travail, elle arrive à décrypter 2 ans de messages non décryptés. C'est énorme, elle est vraiment très douée, et c'est énorme le travail qu'elle effectue. Alors non seulement elle arrive à décrypter les messages, mais en plus, elle a une très bonne idée, c'est de noter toutes les informations qu'elle décrypte. Et donc grâce à ça, en fait, elle va pouvoir... je fais une petite pause, il faut vraiment que je bois. Elle va pouvoir reconstruire en fait tout le réseau de mafia. En fait, s'il y a par exemple Monsieur X qui est sur le gros bateau et qui envoie un message à Monsieur Y sur un petit bateau, elle va noter du coup qui fait quoi. Et comme ça, elle va pouvoir reconstruire tout le réseau. Et elle va pouvoir savoir qui sont les chefs, comment ils s'organisent, et ainsi, vraiment savoir comment s'organise toute la mafia. Et grâce à ça, elle va pouvoir faire traduire, je crois, 600 personnes en justice, parce que du coup, elle va connaître leur identité. Et ce qu'il se passe, c'est que donc, elle va faire traduire la mafia en justice, et elle va les témoigner aussi contre eux. Alors, elle va être sous protection policière, parce que vous imaginez bien, même encore aujourd'hui, si vous allez témoigner contre quelqu'un de la mafia, c'est quand même assez dangereux. En plus, elle y va avec son propre nom. Donc, elle est sous protection policière, mais elle n'hésite pas à aller témoigner contre eux. Et donc, elle va à beaucoup de procès. En fait, c'est la mieux placée pour témoigner contre eux, puisque c'est elle qui a décrypté leur message. Alors là, c'est un exemple c'est l'exemple d'une newspaper où, du coup, ils expliquent qu'elle a témoigné contre une certaine mafia. Alors, ils racontent plus comment elle est habillée que comment elle a fait et son intelligence derrière. Mais voilà, enfin, c'est un exemple de comment elle a témoigné. Alors, à un moment, d'ailleurs, elle a témoigné contre l'avocat d'Al Capone. Alors, c'était pas Al Capone qui était à ce moment-là au procès, c'était une autre personne haute dans la mafia. Et l'avocat d'Al Capone essaie de la décrédibiliser en disant qu'une femme n'a pas les capacités à décrypter tous ces messages. C'est impossible qu'elle ait pu faire ça, c'est une sorcière ou elle invente, c'est impossible. Et donc du coup, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va demander un tableau noir et elle va faire tout un cours de cryptographie pour expliquer ce que c'est par exemple un mot-clé. Est-ce que vous savez ce que c'est un mot-clé d'ailleurs ? Un mot-clé. Alors par exemple, vous m'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est un peu trop facile cette substitution alphabétique, on remplace une lettre par une autre, il faudra un petit peu plus complexifier. Et voici l'exemple, le mot-clé, ça peut complexifier. Par exemple, si on envoie ce message, rendez-vous ce soir au parc, et qu'on veut le coder de manière un peu plus complexe. On peut utiliser un mot-clé, par exemple ici, jardin. Si j'utilise le mot-clé jardin, en fait, ça veut dire que le R de rendez-vous, je vais le décaler de 9 cases, et ça va me donner une autre lettre. Le E de rendez-vous, de A cases, c'est-à-dire de 0 cases. Le N de rendez-vous, de R cases, c'est-à-dire de 17 cases, etc., etc., etc. Et ainsi, en décalant lettre par lettre, avec le nombre de cases indiquées avec mon jardin, je vais pouvoir avoir un mot qui va être bien codé. Et je vais reproduire ça en remettant jardin maintenant sous chaque lettre de ma phrase « Rendez-vous ce soir au parc », ce qui va me donner à chaque fois le décalage de lettres. Donc parfois, on peut avoir par exemple ici là, 2 symboles des E qui ne veulent pas signifier la même lettre. Là, ça signifie un E ou un N d'ailleurs, en fonction, c'est juste ça va dépendre du décalage qu'il y a au-dessus. Donc si on veut ensuite décoder le message, il faut avoir le mot-clé jardin pour connaître le nombre de cases à effectuer en marche arrière pour retrouver le mot, la phrase « Rendez-vous ce soir au parc ». Ça va ? Donc voilà, elle explique ce que c'est le mot-clé. Alors pour information, bien après elle, il y a Claude Shannon qui va faire un théorème et qui va dire que pour une clé soit inviolable, il faut qu'elle respecte 3 critères. La clé doit être aussi longue que le message à déchiffrer.
Donc jardin, ça ne marchait pas, c'était plus court que le message. Elle doit être aléatoire, jardin, ça signifie quelque chose, il faut que la clé, ça signifie rien. Et elle doit être jetable, c'est-à-dire que si vous réécrivez un mot un autre mot et que vous voulez le coder, il ne faut pas réutiliser le mot jardin. Ok, donc là on était entre les deux guerres, elle s'est occupée de la mafia, on va dire, et grâce à elle, il y a plein de gangs qui sont partis en prison. Maintenant, on arrive à la Seconde Guerre mondiale. C'est la Seconde Guerre mondiale qui éclate. Elle est avec les gardes-côtes. Alors, en fait, comme elle avait beaucoup de travail et elle faisait aussi du très bon travail, ils ont autorisé qu'elle soit, en tant que femme, malgré le fait qu'elle soit femme, chef d'une unité et qu'elle ait un salaire et donc elle a pu embaucher qui elle veut, enfin bref, avoir son unité à elle. Et quand la Seconde Guerre mondiale éclate, son unité va dans la marine. Et donc, elle ne peut plus être chef d'unité parce qu'une femme ne peut pas être chef d'unité dans l'armée américaine à cette époque-là. Donc, c'est un homme moins compétent qu'elle qui est au-dessus d'elle. Donc, je lui explique un peu ce qu'il faut faire. Donc, voilà. Et ce qu'ils vont faire, donc, elle est côté marine et elle va devoir décrypter les messages nazis, côté États-Unis. Alors, elle va décrypter deux types de messages. Ceux qui sont en Atlantique. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des sous-marins nazis qui bombardent les bateaux des Alliés. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'elle va, elle va essayer de décoder les messages, décrypter les messages pour savoir où se trouvent les sous-marins des nazis pour que les bateaux évitent ces sous-marins et pour plutôt, on va dire, bombarder les sous-marins des nazis que les bateaux des Alliés soient bombardés. Et ensuite, elle s'occupe aussi d'une autre chose qui est l'Amérique du Sud. En fait, il y a le nazisme qui se développe énormément en Amérique du Sud et on va dire, ils essayent peu à peu de prendre le pouvoir avec des coups d'État. Et donc, elle, en décodant les messages, elle essaye d'éviter à ce qu'il y ait des coups d'État qui soient mis en place en Amérique du Sud, parce que s'il y a le nazisme qui se développe trop, eh bien, en Amérique du Sud, après, c'est-à-dire que les États-Unis doivent combattre les nazis sur leur sol, donc en Amérique, ils n'auraient pas pu venir en Europe. Je bois et j'arrive. Oula, j'ai dépassé beaucoup. Donc, je termine alors. Juste très rapidement. Ça, c'est juste une archive pour dire que elle, ce qu'elle va faire pour l'Amérique du Sud, c'est qu'elle va faire comme ce qu'elle a fait avec la mafia. Elle va essayer de refaire tout le... elle va décrypter les messages, elle est super douée, tout ça. Et elle va essayer de de récupérer toutes les informations pour refaire tout le réseau nazi d'Amérique du Sud, savoir qui sont les chefs, comment ils s'organisent. Et ce qu'elle va faire pour l'Atlantique, elle va réussir à savoir où se trouvent les sous-marins. Et grâce à ça, des sous-marins nazis, grâce à ça, ils vont pouvoir bombarder les sous-marins nazis et éviter que les bateaux alliés, par exemple britanniques ou américains, se fassent bombarder. Et d'ailleurs, elle sauve plein de bateaux, notamment le Queen Mary où il y avait 8000 marins dessus britanniques. Enfin bref, c'est énorme la quantité de personnes qu'elle arrive à sauver. J'essaye du coup d'aller très très vite sur la fin. Ce qu'il se passe, c'est qu'un jour, il y a le FBI, le chef du FBI, qui décide de s'approprier la victoire, on va dire, de s'approprier le travail d'Elizabeth Friedman. Et donc, il va prendre tout ce qu'elle a réussi tout le réseau qu'elle a essayé de démonter. Et il va on va dire, choper certaines personnes d'Amérique du Sud et les mettre en prison. Sauf que c'est la pire chose à faire quand on surveille ses ennemis, c'est de les alerter qu'on les surveille. Et le fait on va dire, de mettre certaines personnes en prison, pas tous, enfin voilà, juste quelques-uns, ça va alerter le chef nazi d'Amérique du Sud, qui est Sargo. Et du coup, il va être alerté, il va savoir que ces messages ont été décryptés. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va changer sa façon de décrypter les messages. Et là, il va utiliser la machine Enigma. Pour ceux qui connaissent, alors juste cette machine Enigma, ce qui se passe, c'est que c'est encore plus complexe pour décrypter les messages parce que il y a énormément de combinaisons pour coder le message. En fait, ce qui se passe, c'est que donc, vous avez des fils, vous avez des rotors, et enfin, vous avez des lampes qui s'allument. Alors, je vous explique, du coup, rapidement, vous avez la lettre T, par exemple, si vous avez appuyé sur la T,
Elle va aller dans les fils, ça va changer à une autre lettre, par exemple le K. Ensuite, ça va aller dans les rotors et ça va rechanger de lettres en fonction de comment du coup sont mis les rotors. Ça va rechanger au retour, etc., etc. Ensuite, ça revient dans les fils, ça rechange et enfin, ça allume la lumière qui nous indique la lettre. Juste pour vous voyez la quantité de combinaisons, de permutations qu'il y a d'avoir pour le T au G, et ça va être ça pour chaque lettre. Et donc du coup, pour décrypter un message qui a été crypté par la machine Enigma, c'est super difficile parce qu'il faut, soit il faut l'avoir, ou en tout cas il faut savoir comment elle a été agencée au début, enfin programmée au début. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en Angleterre, de l'autre côté de l'Atlantique, il y a Turing qui crée sa machine, la bombe. Et donc, lui, pour faire face à une machine, il crée une machine parce qu'il y a tellement de combinaisons, qu'il y a tellement de calculs qu'il faut une machine. Elle, ce qu'elle a, Elisabeth, elle a qu'un crayon et un papier. Elle n'a pas les moyens pour construire une machine. Et donc, là, c'est un petit peu la panique parce qu'elle n'a rien pour faire face à cette machine. Finalement, alors heureusement pour elle, la machine Enigma envoyée en Amérique du Sud, c'est une machine premier modèle. Donc elle est moins complexe que celle utilisée dans l'Allemagne nazie. Et aussi, heureusement pour elle, les ennemis vont commettre une erreur. Ils vont envoyer 28 messages avec la même clé. Or, rappelez-vous, une clé inviolable, il faut qu'à chaque fois, on réutilise une autre clé. Et donc, cette erreur-là, ça va permettre à Elisabeth de rentrer un peu dans les rouages de la machine, savoir comment elle a été programmée, et grâce à ça, elle peut redécrypter les messages. Voilà, donc un peu son travail. Et elle va surveiller de nouveau les nazis. Et donc du coup je termine sa fin de vie. Alors c'est un petit peu compliqué parce qu'après cette Seconde Guerre mondiale, c'est maintenant l'ère des machines. Elle, c'est un peu une des dernières cryptographes au papier crayon. Et donc on va dire qu'elle va être un peu au chômage. La CIA par exemple va pas trop l'embaucher. Ils vont maintenant mettre en place des ordinateurs pour faire face du coup à cette nouvelle ère de cryptographie. D'ailleurs maintenant on utilise les ordinateurs. Et donc, sa fin de vie, elle va être un peu dans la pauvreté parce qu'elle n'aura pas beaucoup gagné d'argent durant sa vie, même si elle a travaillé. Les salaires des femmes n'étaient pas très élevés. Son mari, lui, pendant la Seconde Guerre mondiale, alors lui, il était juif, et pendant la Seconde Guerre mondiale, il est allé décrypter les messages, mais plutôt côté Europe. Et donc, probablement, ça l'a beaucoup marqué parce qu'après, en revenant, il a fait de très fortes dépressions. Il a été dans des hôpitaux psychiatriques, et donc elle s'est plutôt occupée de son mari. Voilà. Son mari meurt et puis après elle meurt de sa belle mort, mais avec quelques problèmes d'argent. Voilà. Donc je conclus et j'ai beaucoup trop parlé, mais juste pour vous dire que cette femme, elle a fait donc quand même pas mal de choses extraordinaires, je trouve. Et au départ, elle était littéraire et finalement elle est devenue elle a fait des maths sans forcément le vouloir, mais finalement elle était très douée et elle a réussi à faire plein de choses durant le XXe siècle. Voilà, c'est une petite histoire autour d'elle. J'espère que ça vous a plu.